Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. C'est d'abord un très grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie officielle d'ouverture du concours national d'éloquence. Alors aujourd'hui, je vous l'avoue, je suis dans mes petits souliers, humble face à cette tâche qui m'est donnée, parce que moi je suis plutôt habitué justement à donner la parole. Je suis Johan Colépi, journaliste présentateur indépendant, et je vous l'avoue, bon, même si ça peut sembler paradoxal, je ne suis pas habitué à la prendre. Moi j'accompagne les orateurs, je les mets en lumière, je mets en lumière leurs paroles, leurs expertises, leurs compétences, et très souvent, eh bien, je suis admiratif, alors je mesure le privilège qui est le mien d'être parmi vous ce soir pour ce concours national d'éloquence. Éloquence, art de toucher et de persuader par le discours, ça c'est la définition du Robert. Art, talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole, ça c'est la définition du Larousse. Vous l'entendez, un dénominateur commun, le mot art. Et oui, l'éloquence est un art. Souvenez-vous, cependant, ces mots de Jacques Brel, l'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Pour lui, le talent, l'art, c'est, je cite, de la sueur, c'est de la transpiration et c'est de la discipline. Fin de citation. Voilà qui rebat les cartes peut-être de la question de l'inné et de l'acquis. Voilà qui ferait une très belle joute oratoire. Mais vous l'avez compris, moi, je ne vais pas me risquer à cet exercice périlleux. Je resterai dans mon rôle d'intervieweur. Et pour cela, eh bien, je vous propose tout de suite d'accueillir les organisateurs de ce magnifique événement, Jade Bati et Mathias Lépine. Alors venez au centre, là où est votre place, à la lumière. Jade Bati, vous êtes présidente de l'ARES. Mathias Lépine, vous êtes coordinateur du concours national d'éloquence. Merci, parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici. Alors Jade Bati, d'abord une cérémonie exceptionnelle, parce qu'on fête ce soir les 10 ans de cette édition, qui est, rappelons-le, un concours national d'éloquence. C'est ça, c'est les 10 ans du concours national d'éloquence. Donc on est très fiers de l'accueillir au Havre cette année. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là pour parler d'émancipation des jeunes à travers l'art oratoire. Donc c'est tellement cool de vous voir en fait ce soir ici. Désolée, j'ai pas trouvé d'autres mots que ça. On est ravis de vous avoir. 10 ans de travail acharné de la part des membres du Bureau national qui se sont enchaînés d'année en année. De voir des orateurs de plus en plus bons en fait dans leur joute, ça fait vraiment plaisir et on est ravis de le voir. Et Mathias, je te laisse parler un petit peu de ce qui va se passer très rapidement au niveau local là sur cette édition. Alors peut-être Mathias, même avant de parler du programme, Mathias est le coordinateur du concours national d'éloquence. On le rappelle, Mathias, première fois évidemment dans la ville du Havre, mais première fois également en Normandie, et ça j'imagine que c'est une certaine fierté. Bah, écoutez, moi qui suis havrais de naissance, évidemment, c'est une fierté de pouvoir accueillir un tel événement dans ma ville natale. Donc évidemment, c'est super. Et au-delà de ça, pour moi, c'est une vraie fierté d'avoir travaillé avec des associations locales, avec des partenaires locaux, avec des institutionnels du Havre, de la région et du département pour vraiment rendre possible cet événement. Donc c'est vraiment un projet assez complet qui nous a permis de nous retrouver là aujourd'hui et grâce un petit peu à tout le monde qui est ce soir ici dans cette salle-là. Donc c'est magnifique. Jade, Mathias, on va se retrouver après hein, pour un échange un petit peu plus approfondi, puis comprendre comment ça fonctionne, comment on en est arrivé à cette finale et ce festival, parce qu'on y reviendra. Avant cela, je vous propose peut-être d'ouvrir officiellement cette cérémonie. Nous ouvrons officiellement La 10e édition du concours national d'éloquence. Jade Bati, Mathias Lépine. On se retrouve juste après. Allez, je vous propose à présent un premier temps fort parce que évidemment, et Mathias et Jade l'ont rappelé, sans les partenaires, cet événement n'aurait pas lieu et on a vraiment le grand plaisir et la fierté d'accueillir ce soir Monsieur Édouard Philippe, maire du Havre, et Monsieur Pedro Lages dos Santos, qui est le président de l'Université du Havre. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Je vous en prie, asseyez-vous.
Bonsoir. Je vous en prie. Prenez place. Asseyez-vous. Alors, non, mettez-vous. Oui, 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 mettez-vous chacun au centre. Alors. Ah, ça commence avec l'humour. Hein. On verra, tiens, on verra si ça peut être une forme d'éloquence. Intéressant, hein, cette première intervention. Monsieur le président de l'université du Havre, peut-être une première question, je le disais et je l'évoquais avec Mathias Lépine. Eh bien, c'est la première fois qu'on accueille ici au Havre cette finale nationale. Vous êtes partenaire. Bon, j'imagine que vous n'avez pas hésité longtemps pour être le partenaire de cette finale. Ah non, j'ai pas hésité longtemps et je vais vous en parler un petit peu plus tard, vous verrez. Je souscris complètement à ce qu'ont dit Jade et Mathias, et surtout Mathias. Je suis moi-même havrais de naissance et c'est une fierté, comme lui, d'accueillir un concours national. L'éloquence est quelque chose qui doit prendre de la place dans la formation de nos jeunes étudiants et c'est l'occasion de les sensibiliser à ce sujet. Édouard Philippe, un mot qui revient, on l'entend dans les bouches de nos intervenants, c'est le mot fierté. J'imagine que ce mot, vous le partagez également. Oui, moi je suis très d'abord bienvenue. Hein. Bravo, ceux qui sont à vrai, bienvenue. Et ceux qui ne sont pas à vrai, vous gagnez tout ce temps à venir. Mais soyez les bienvenus, on est évidemment très fiers. C'est chouette quand il y a un événement national qui se tient au Havre. C'est chouette quand il permet à des gens de découvrir la ville. Et c'est encore plus chouette quand elle permet à la ville de découvrir des jeunes gens brillants. Moi, je n'ai pas hésité quand M. Lépine est venu me dire qu'il y aurait un concours. Décidément. On y est enfin. Ça va être super. Alors, je tentais de donner une définition en introduction de l'éloquence. Allez, moi je me suis appuyé sur le dictionnaire, donc c'était très simple pour moi. Pedro Lages dos Santos, en quelques mots, l'éloquence, c'est quoi pour vous? Alors, c'est pas forcément les jeux de mots. Ah. Première pique, là, on mais c'est sent que... effectivement la capacité de mettre en valeur le fond et la manière dont on présente son argument, sa pensée, quelque chose qui effectivement est important. Édouard Philippe, votre définition, mais par rapport à ce que vous venez d'entendre C'est vrai que c'est pas les jeux de mots. Évidemment. Pour moi, évidemment, je ne cache pas que je pense que l'éloquence, c'est extrêmement important pour autant qu'on la prenne au sérieux. C'est-à-dire que l'éloquence, pour moi, c'est un moyen. Ça n'est pas une fin en soi. Je me souviens quand j'étais avocat, il y a longtemps, le pire compliment qu'on pouvait faire à un avocat, c'était de dire « il a vraiment bien plaidé, il a parlé jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à dire ». Et de fait, je ne veux pas du tout insulter les avocats qui sont présents, ni les juristes en général, je suis moi-même juriste, il était avocat, mais l'éloquence ne peut être qu'un moyen au service d'une façon de faire passer une idée. L'éloquence, c'est la capacité qu'on a à réussir à parler en étant entendu. Il y a des techniques, on les connaît, il y a des astuces, elles existent, mais à la fin de la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois célébrer l'éloquence et en même temps ne pas oublier qu'elle est au service de ce qu'on dit. Et une des choses qui m'a toujours frappé dans le système éducatif français, il y a plein de choses en fait qui me frappent dans le système éducatif français pour être honnête, et pas forcément en bien et parfois en très bien, mais une des choses qui m'a frappé pendant que moi j'étais écolier, c'est il y a très longtemps, et encore quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a quand même encore assez longtemps, et même quand j'étais professeur, c'est que l'attention que le système éducatif porte à la qualité de l'expression orale, à la capacité à exposer clairement des idées, à la capacité à parler, quel que soit le type d'interlocuteur à qui l'on parle, en étant écouté, et parfois même en étant compris, est très faible. Et je trouve qu'on enseigne très peu, non pas simplement l'art oratoire, mais l'habitude de prendre la parole pour dire clairement
un certain nombre de choses. Ouais. Et je pense que c'est désastreux. Et c'est pour ça que le fait que des étudiants s'intéressent à l'éloquence me paraît extrêmement réjouissant. Pedro Lages dos Santos, effectivement, cette notion de compétence à travers l'éloquence, en tant que président d'Université du Havre, j'imagine que ça vous parle, que c'est important. Mais cette compétence, finalement, est-ce que c'est pas un peu comme l'anglais il y a quelques années où on disait, bah, maintenant, il faut que tout le monde parle anglais. Est-ce que l'éloquence, c'est pas une compétence qui doit être partagée par tous, comme le rappelle Monsieur le maire? Oui, je ne vais pas paraphraser Monsieur le maire. C'est effectivement, c'est partie des compétences qui doivent accompagner le cursus de nos étudiants. Je ne sais pas si on peut le comparer à l'anglais, mais ce n'est pas un simple outil parmi tant d'autres. On n'essaie pas de vous couper la parole, hein, mais il y a un petit souci de micro. Donc la réponse est oui, Ouais, effectivement, ça fait partie des compétences sur lesquelles nous travaillons et accompagnons les étudiants, notamment dans le développement d'unités liées à l'esprit critique, la capacité effectivement à prendre du recul, parce que s'il y a, comme l'a dit Monsieur le maire, des techniques, des astuces, il faut être en capacité de développer des arguments et de l'accompagner aussi de culture, d'arguments. Édouard Philippe, j'aimerais m'adresser à Monsieur le Premier ministre et j'aimerais qu'on puisse un petit peu aller plonger dans les cuisines, si c'est possible, parce que là, comme on est entre nous, je me dis qu'on peut vous poser la question, l'éloquence en politique. Ça a d'abord encore un sens aujourd'hui. Ces joutes ont-elles encore un sens? Apportent-elles à la démocratie des points positifs? Quel est votre regard? D'abord, comme dans le reste de la société, la technique oratoire et la façon de parler des responsables politiques pourrait être, me semble-t-il, assez largement améliorée. Quand vous regardez une séance à l'Assemblée nationale, si vous avez autre chose à faire, n'hésitez pas non plus. Hein. Et quand vous regardez une séance actuellement à l'Assemblée nationale, y compris sur des séances qui peuvent être passionnantes, quand vous regardez les questions au gouvernement, vous constatez que le nombre des parlementaires qui sont en mesure de s'exprimer sans lire un papier et sans notes est très faible. À juste titre, parce que c'est très difficile. Quand vous savez que vous devez parler 2 minutes pile et qu'à 2 minutes et 1 seconde, on vous coupe la parole et que si vous n'avez pas réussi à poser votre question, vous passez pour un con, même les responsables politiques, ça les angoisse. Ouais. Et pourtant, ils ont l'habitude. Donc, je trouve que la qualité oratoire n'est pas forcément très répandue. D'ailleurs, vous seriez surpris de savoir qu'il y a énormément de responsables politiques qui n'aiment pas faire de discours. On se dit toujours qu'ils adorent faire des discours, qu'ils adorent prendre la parole, que parler en public pour eux, c'est comme une seconde nature, c'est comme respirer, c'est comme boire de l'eau ou de la bière. mais pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont très réticents à s'exprimer en public et qui préfèrent le confort d'un papier qu'ils vont lire avec plus ou moins de talent que l'espèce d'aventure dans laquelle ils peuvent se lancer en improvisant ou en tout cas en articulant un propos autour de quelques idées sur lesquelles ils auraient réfléchi. Ça me frappe. La deuxième chose qui me frappe, c'est que quand on a un bon orateur, ça se voit. Les bons orateurs politiques, ceux qui savent littéralement sortir de leur texte, captiver l'attention, prendre une salle, avoir un pouvoir de conviction exceptionnel, que ce soit dans un débat ou dans un... on les reconnaît. Et donc, la maîtrise de l'art oratoire amène un avantage considérable. Un des orateurs les plus doués de la scène politique actuelle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je parle de technique. Sur le fond, ce n'est pas exactement ma tasse de thé. Et notez bien que c'est parfaitement réciproque. Mais sur la technique, quoi qu'on en pense, sa capacité à alterner des mots d'esprit et des envolées lyriques, sa capacité à manier des concepts, donc à changer de registre dans son discours, est tout à fait spectaculaire. Et probablement sans équivalent. D'ailleurs, de l'autre côté du spectre, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui disparu, était un orateur assez remarquable aussi, dans un registre un peu différent, qui ne rechignait pas à balancer l'imparfait du subjonctif, mais qui avait alors lui plutôt dans le style de l'avocat, il faut bien reconnaître, qui avait été une capacité à imprimer un discours sur une salle qui était tout à fait spectaculaire.
Mais on voit l'écart. Ouais, c'est ça. Merci de nous avoir plongé un petit peu dans ces cuisines, parce que c'est intéressant aussi hein, pour nous, Kidam, de voir comment ça se passe et puis d'avoir votre regard. Il y a une autre notion, hein, vous l'avez probablement remarqué, qui a traversé nos échanges, c'est l'humour. Et l'humour, j'aimerais avoir votre avis, votre regard sur cette notion de l'humour. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on tend vers du stand-up quand on fait de l'éloquence. Et c'est plus la même chose finalement, hein. C'est un spectacle, c'est spectaculaire, comme disait Monsieur le maire. Et moi j'aimerais avoir votre regard, vous, sur l'humour dans l'éloquence. Finalement, est-ce que ce serait la forme la plus sérieuse de sagesse ou pas? Je vous pose la question, Monsieur le Président. Moi, clairement, oui. Je suis absolument convaincu que l'humour, quand il est bien manié, bien évidemment, a un spectre, une subtilité qui permet effectivement de toucher l'émotion, d'aller en profondeur et parfois de passer un argumentaire, un message, une pensée d'une manière que une autre approche ne permettrait pas. Édouard Philippe, votre regard, vous, sur l'humour, vous partagez les propos Non, pas du tout. Je n'aime pas l'humour. Vous n'aimez pas l'humour? Je n'aime pas l'humour, j'ai été formé par un avocat. Bon, là, écoutez, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, ce que je vous proposerais bien, dites-moi, et puis on va faire l'applaudissement. Tiens, puisqu'on parle de stand-up, on va le faire à l'applaudissement. Est-ce qu'une joute oratoire sur cette notion d'humour entre Monsieur le maire et Monsieur le Président de l'université, ça vous dirait de la suivre? Eh bien, je crois que vous n'avez plus le choix hein, que de vous prêter à cet exercice. Alors, on va parler de l'humour. Est-ce la forme la plus sérieuse de sagesse? La parole est à la défense. Pedro Lages dos Santos. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, chers contradicteurs, vous l'aurez compris, j'ai préféré préparer le discours. Donc tout ceci était évidemment un tout petit peu préparé. La question qui nous est posée aujourd'hui, l'humour est-il la forme la plus sérieuse de sagesse, nous invite à explorer un paradoxe fascinant. Comment ce qui fait rire pourrait-il incarner le sommet de ce qui est sage? Ce soir, je vais tenter de convaincre notre auditoire que c'est bien ma thèse qui est la bonne, celle du oui, un grand oui. L'humour, une arme de solution massive. Et pour ce faire, je ne défendrai pas d'autres formes de sagesse. Je vous laisse le faire, chers contradicteurs. La thèse du non vous sied bien mieux qu'à moi. Mais permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que l'auditoire aujourd'hui n'est pas composé des sages du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Ce sont principalement des jeunes venant de tous horizons qu'il va falloir convaincre. Non, mamie, j'ai dit venant de tous horizons, pas venant d'horizon. Vous êtes au concours national d'éloquence. Ici, les JAM, ce serait plutôt les jeunes avec Mathias. Et c'est pas de la confiture, c'est du caviar. Nietzsche écrivait « L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire ». Bon, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire par là, mais ce que je sais, c'est que vous allez souffrir, chers contradicteurs. Et on verra si le rire vous sauvera. En tout cas, ce n'est pas une écharde dans le pied qui le fera. La boxe, vous aimez, hein? Eh bien, les boxeurs à la Cédric Doumbé n'ont pas leur place ce soir. Je ne suis pas un philosophe allemand, vous n'avez pas de doute, mais je sais une chose, si on ne rit pas, on meurt, et moi, vous l'aurez compris, je n'ai pas prévu de mourir au pied d'une rhétorique sérieuse et rébarbative. Alors oui, je ne vous présenterai pas une thèse en 2 parties et 2 sous-parties,
Je ne vous dirai pas, d'une part, que l'humour c'est du sérieux, que c'est l'expression traditionnelle d'une capacité à traiter les sujets les plus sérieux en profondeur, et d'autre part, que le sérieux sans humour est même fade et révèle un manque de sagesse, car ne pas en user constitue une faute intellectuelle. Donc bien sûr, je n'illustrerai pas ces propos en évoquant Oscar Wilde ou Jean-Jacques Rousseau. Je ne comparerai pas l'humour à un bistouri et ne vous expliquerai pas comment, là où les discours sérieux s'enlisent dans le politiquement correct, l'humour tranche tel un scalpel, révélant les vérités les plus profondes que nous préférerions ignorer. Celles et ceux parmi vous qui ont lu 1964 de George Orwell ou adoré le grand Charlie Chaplin dans Le Dictateur auraient sans doute applaudi en m'entendant décrire le bruit assourdissant de l'absence d'humour dans une société et expliquer la puissance salvatrice de l'humour face à l'oppression. Je ne prendrai pas pour exemple des figures politiques comme Churchill, Chirac, dont l'humour a régulièrement accompagné l'éloquence, ou Édouard Philippe, bien sûr. Ces personnages historiques à la sagesse incontestable, dont les traits d'esprit ont marqué des générations entières. Gandalf, Dumbledore, Édouard Philippe, là encore. Mes collègues universitaires ne comprendront peut-être pas que le scientifique que je suis n'ait rien dit des études en psychologie cognitive qui démontrent que l'humour nécessite une compréhension subtile des contextes sociaux et une capacité à jouer avec les attentes. Ce n'est pas un hasard si les personnes dotées d'un QI élevé ont souvent un sens de l'humour développé, n'est-ce pas, monsieur le maire? Avec tout le sérieux que le moment exige, je ne céderai donc pas à la tentation de me prendre au sérieux avec quelques facilités académiques. Je n'en ferai rien ce soir. Trêve de prétérition. Laissez-moi plutôt vous conter sagesse. Nous sommes en mars de cette année. Un jeune étudiant, cheveux bien peignés, mais trop longs. Un certain Mathias Lépine me demande un rendez-vous pour me parler du CNE, Concours national d'éloquence. Il souhaite faire de la cérémonie d'ouverture un moment fort, bien sûr, et si possible original. La présence du président de l'université du Havre est évidemment indispensable, mais un invité de marque ferait son bonheur. Le maire du Havre, ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Je vérifie mes disponibilités, pas de problème. Étape suivante, contacter le cabinet du maire. C'est dans 2 mois, cela doit être jouable. Et votre serviteur d'ajouter, au moins un bon discours en perspective, Édouard Philippe fera de son mieux. Cette réplique n'a évidemment pas existé dans la vraie vie. Ou peut-être. Ce n'est que le début de l'histoire que je veux vous raconter. Et oui, j'allais vite être rattrapé par l'insouciance et la fougue de la jeunesse. Pas la mienne? Oui, je sais Caroline, pas besoin de préciser. Celle du méjoratif Mathias Lépine. Ne cherchez pas sur Internet, ne me demandez pas ce que méjoratif signifie, lui seul le sait. C'est super ça, me dit-il. Je préviens tout le monde, je communique sur nos têtes d'affiche. Je m'apprête à lui dire, doucement Mathias, il n'a pas encore dit oui, il n'est peut-être pas disponible. Et là il enchaîne. Et vous pourriez faire une joute, tous les deux, ce serait super ça. Mathias dit souvent, c'est super ça. Il l'a dit tout à l'heure. Là, vous vous dites, évidemment, il lui a répondu, doucement Mathias, il n'a pas encore dit oui, il n'est peut-être pas disponible. Eh ben non. Je lui réponds, une joute verbale ou à la boxe? À la boxe, il aurait peut-être une petite chance. Et j'ai même ajouté, la joute verbale, il est cuit, monsieur le maire. Nouveau petit rappel à toutes fins utiles, ces dialogues sont fictifs. Monsieur le maire... Non, bon, je l'ai peut-être dit aussi, ça. Et là, vous vous dites, quel fanfaron, j'admets. Mathias a dû le remettre à sa place en lui rappelant qu'on parlait d'Édouard Philippe, quand même. Bien non. Évidemment, président, que vous êtes drôle, président, que vous êtes beau, président. Oui, il n'y a pas de rapport, mais ça, c'est Mathias.
Édouard Philippe n'a aucune chance, président. C'est super, ça. Je contacte le cabinet d'Édouard Philippe. À ce moment-là, n'importe qui de normalement constitué aurait arrêté les frais et conclu « Non, attends, je plaisante, vérifions d'abord qu'il est disponible, on verra ensuite s'il est intéressé pour sortir du discours classique et peut-être se prêter à l'exercice de la joute. » Bien là encore, allez savoir pourquoi, je lui réponds « Ok Mathias, à plus tard, bonne journée. » Il s'en va, et là, je réalise que je vais devoir affronter le Édouard Philippe. Ancien Premier ministre, ancien député, maire d'une grande ville, énarque, conseiller d'État, ancien avocat. Tu ne te serais pas encore mis dans la sauce? Bon, en même temps, c'est pas dit qu'il soit disponible. À ce moment du récit, je vous épargne le moment où on apprend qu'il pourrait finalement être en déplacement en Chine au moment du CNE. Et que je réponds, c'était sûr qu'il allait se dégonfler, il part même en Chine pour pas faire la joute. Scène, là encore, inventée. Celle-là, elle est vraiment inventée. Celle-là, elle est vraiment inventée. Non, mais vraiment. Quand nous recevons la confirmation de sa participation, je me dis, maintenant, il faut trouver un sujet à lui proposer, et ensuite, il faudra le traiter. Bon, heureusement, j'ai une équipe en béton armé, on va préparer ça, ça va le faire, Pedro, t'inquiète pas, on y va. J'en parle, évidemment, à mon premier vice-président, Jean-Noël. Il me répond sans la moindre hésitation, idée de sujet, j'en ai pas. Mais de toute façon, t'es foutu. Merci Jean-Noël. Eh bien, il n'est pas là ce soir. Pour la peine, je l'ai envoyé en mission au Turkménistan. Mais j'ai peut-être oublié de lui dire que là-bas, on n'a pas le droit de porter la barbe. Il va peut-être revenir imberbe, mon petit Père Noël. J'en parle à ma directrice de cabinet. Oui, Juliette. Elle me répond, quelle idée, en levant les yeux au ciel. Bon, c'est pas grave, au les cœurs. Je fais un appel un peu plus large autour de moi. Pour ceux qui peuvent, rendez-vous dans mon bureau vendredi après-midi pour en parler. À l'heure dite arrive Mathias Lépine. Logique, c'est super ça. Arrive Caroline, notre vice-présidente étudiante. Oui, tu as raison de me faire signe. Elle adore l'idée de voir Édouard Philippe massacrer le président. Et elle me le dit. Arrive Mathis, chargé de mission au sein de mon cabinet. L'intelligence, la jeunesse, la sagesse fait homme. En tout cas, c'est ce que je crois à ce moment-là. Et contre toute attente, voilà Jean-Noël. Ah, historien d'exception, d'une culture infinie, ça c'est du lourd. Je dis à Jean-Noël, très drôle ta vanne de l'autre jour, je suis content que tu aies pu venir, on a du pain sur la planche. Il me répond à la Jean-Noël, ah non, non, je passais par hasard, je peux pas rester, j'ai mon train. Bon travail, bon courage, il va t'en falloir, je te dis la vérité, t'es foutu. Et on a attendu, un peu plus, on a attendu longtemps. Et puis, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'allais devoir me contenter des trois jeunes, sympathiques certes, mais plus experts des kebabs, des soirées arrosées et des trends TikTok que de Cicéron, Nelson Mandela ou Malcolm X. Après 1 heure d'idées incompréhensibles formulées par Mathias, trop de mots qui n'existent pas, Mathias. La proposition, comment vous dire? Les propositions de Mathis, quoi. Des propositions de juristes. Et des blagues pour public averti de Caroline. On a bien ri. Ah oui, on a bien ri. On est à l'aise avec l'humour, ça c'est sûr. Mais on n'a toujours pas d'idée de sujet à proposer à Édouard Philippe. Or, face à un tel talent pour défendre rigoureusement ses idées, un tel monument de rhétorique, le sujet s'avère manifestement déterminant. Eureka, l'humour au service du sérieux et de la sagesse. Ça y est, le voilà le sujet.
cher public, outre les arguments que je ne vous ai pas livrés en début de plaidoirie, cette histoire que j'ai choisi de vous raconter est une démonstration, de mon point de vue, absolument incontestable, que l'humour est bien la forme la plus sérieuse de sagesse. Je suis curieux maintenant de voir comment mon contradicteur osera la contester. Pedro Lages dos Santos. Monsieur le maire, Édouard Philippe, vous avez à présent la parole. Je constate que le président de l'université, pour défendre son propos, a utilisé d'instruments rhétoriques bien connus. Il a d'abord choisi, ça, les responsables politiques le savent bien, de ne pas répondre à la question qui lui était posée. C'est tout à son honneur. Il a ensuite choisi de parler beaucoup plus longtemps que le temps qui lui avait été initialement donné, espérant soit décourager son adversaire, soit endormir son public. Vous êtes là pour témoigner qu'il a lamentablement échoué sur ces deux domaines. Il a ensuite essayé, en lisant un long discours, de développer la thèse selon laquelle l'humour serait la forme la plus sérieuse de sagesse. Je dois dire que l'écouter défendre cette thèse m'a paru amusant. Amusant, mais pas complètement sage. Car, comme nous le savons tous, si la sagesse était une forme de l'humour, ou l'humour une forme de la sagesse, nous serions gouvernés par des clowns, et tout indique que tel n'est pas le cas. Depuis que les hommes et les femmes réfléchissent, je le dis pour ceux d'entre vous ici qui oublieraient la moitié de l'humanité lorsqu'ils parlent des hommes, depuis que l'homme et la femme réfléchissent, nous savons que l'humour n'est pas un élément de la sagesse. Socrate, Aristote, Platon, très critique sur l'humour, très critique. Je vous dirais bien, relisez Platon, mais je doute que... Moi non plus. Très critique Platon sur l'humour, très critique Platon sur l'humour. Et puis jusqu'à la période médiévale, comment ne pas se souvenir ici de ce merveilleux roman d'Umberto Eco, un Italien, donc un homme amusant, Le nom de la rose, où au fond, pour justement préserver la sagesse des hommes, on veut enlever la possibilité même de leur permettre de rire. La sagesse ne peut jamais, dans la philosophie classique et dans la philosophie médiévale, ne peut jamais se confondre avec l'humour. Et du reste, comme disait ma grand-mère, l'humour, c'est la politesse du désespoir, et le désespoir, même poli, ça n'est jamais la sagesse. Ce qui me frappe, moi, dans ceux qui prétendent que l'on peut être sage en étant drôle, ou dans ceux qui veulent que pour traiter les problèmes de l'époque avec sérieux, on le fasse avec humour, c'est qu'ils confondent deux choses dont nous avons besoin, mais dans des registres différents. L'humour, c'est toujours une forme d'impertinence. D'impertinence vis-à-vis de soi-même lorsqu'on est adepte de l'autodérision. Et le président de l'université a raison d'utiliser l'autodérision régulièrement. Vous connaissez cette phrase de Churchill sur Clément Attlee, qui a été Premier ministre, ou qui était son ministre, enfin bon bref, ils avaient fait la guerre ensemble, puis ensuite ils ne s'aimaient plus. Enfin, ils avaient fait la guerre ensemble, la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Et puis ensuite, c'est vu. Ah non, c'était pas de Attlee, c'était de Bevin, je crois qu'il disait. Enfin bon bref, de l'un ou de l'autre, il disait un taxi s'arrêta devant Downing Street, un taxi vide s'arrêta devant Downing Street, et Monsieur Attlee en descendit. Ok, vous l'avez pas. Bon. Ah voilà.
Il n'était pas toujours drôle du reste. Donc tout ça pour vous dire que l'impertinence, c'est toujours une forme d'humour. Et l'humour, c'est toujours une forme d'impertinence. Sur un milieu, sur soi-même, sur une situation. Et c'est extrêmement précieux d'être impertinent. Mais la sagesse, et ce dont on a besoin lorsqu'on veut être sage, c'est de pertinence. C'est de ne pas se disperser sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. C'est de ne pas tomber facilement pour le charme évident de la distraction et se concentrer sur la nécessité de l'action. La sagesse, au fond, c'est toujours la pertinence. Sauf pour un certain nombre de philosophes. Anatole France, qui était plus d'ailleurs romancier que philosophe, disait « On ne devient philosophe, c'est-à-dire sage, qu'à force de vivre avec des imbéciles. » Pour lui, c'est un mécanisme de défense, la sagesse. Il est un peu misanthrope parfois. Non, la sagesse, ça n'est pas nécessairement l'humour. La sagesse, c'est au contraire la pertinence, la mesure, le contrôle, d'une certaine façon. Là où l'humour, c'est de se lâcher. D'ailleurs, il se lâche souvent, le président. Non, je ne peux pas. Je pourrais faire état de tellement de moments où le président se lâche, le président de l'université se lâche. Il arrive à prendre des libertés avec lui-même. Il vous a, sans cesse beau dire, parlé de ce fameux livre de George Orwell, 1964. Ce qui montre que Orwell avait 20 ans de retard et la jeunesse de Santos 20 ans d'avance. Amusant, mais pas sage. Pas sage. Alors, au fond, pour en conclure, sans espérer vous convaincre, car il est beaucoup plus facile d'être drôle pour ne pas être sage que d'être sage en acceptant de ne pas être drôle. Pour vous convaincre, je vous dirais que cette petite joute qui nous a permis de nous mesurer, ce petit concours que nous a proposé l'épine, c'était le pied. Et merci. Pedro Lages dos Santos, je vous voyais prendre des notes. Alors, bon, on va, allez, je vais autoriser une réponse. C'est pas prévu, mais qu'avez-vous à dire? Non, parce que je suis sûr qu'il a écrit sa réponse. Si vous saviez, monsieur le maire, ce que j'ai écrit et ce que j'ai pas écrit. Vas-y. Alors, d'abord, on va y aller. On va y aller, je tourne ma langue dans ma bouche cette fois. Voilà, attention. Moi, je ne suis pas arbitre de boxe, hein, donc attention. D'abord, permettez-moi de féliciter votre cabinet pour la plaidoirie qu'ils vous ont préparée et que vous n'avez pas lue. Mais j'imagine qu'ils ont l'habitude de compter sur votre talent. Je suis tenté de faire un réquisitoire. Votre propos était tellement prévisible que oui, j'ai pris des notes, mais j'en avais déjà quelques-unes d'avance. Et vous ne m'avez pas déçu. 1. Mesdames et messieurs les jurés, si nous considérons que nous sommes face à un jury populaire, les chefs d'accusation sont les suivants. 1. Braquage de l'ambiance et utilisation de gravité excessive en milieu festif. Vous avez essayé l'humour, je le salue. Mais le discours qu'on vient d'entendre est tellement classique, attendu, presque solennel, qu'il mériterait d'être posté sur LinkedIn avec la légende « Je suis fier d'annoncer ». La thèse de mon contradicteur est à peu près aussi fraîche qu'un post Facebook de 2025. Deuxième chef d'accusation, port d'armes rhétoriques sans licence. N'use pas d'humour qui veut. Vous traitez l'humour comme les parents traitent TikTok. Quelque chose d'incompréhensible qu'on tolère chez les jeunes. 3. Peut-être usage abusif de la culture. Si j'osais, je vous
je vous rappellerai les mots de Sagan. La culture, c'est comme la culture. Moins on en a et plus on l'étale. Oui, je sais, vous réfléchissez déjà à des proches qui nous dira non, c'est plutôt comme un parachute, quand on n'en a pas, on s'écrase. Très bien, mais prévisible. Le plus grave, cher juré, j'accuse Édouard Philippe de ne pas croire en sa thèse. Il aime l'humour, il en use et il en abuse comme moi. Je plaiderai donc l'indulgence et je ne requerrai qu'une peine de travaux d'intérêt général. Cher contradicteur, un peu de culture populaire, connaissez-vous l'histoire d'Eddard Stark et de Tyrion Lannister? Des deux, le plus drôle et le plus ironique survit grâce à sa capacité à mettre son humour au service des enjeux sérieux du royaume. Le plus lisse des deux, aussi sage en apparence qu'il paraisse, et tout de bonne foi qu'il soit, meurt dès la saison 1. Cette joute est donc un peu à l'image des 7 couronnes de Westeros. Vous êtes Eddard Philippe, et moi, Tyrion. Dès le début, le plus barbant des deux se fait descendre, et à la fin, c'est moi qui gagne. Hello, Largesse de Santos. Évidemment, nous attendons votre réponse, Édouard Philippe. Ce n'est pas un match de boxe, mais j'ai l'impression d'être un punching ball. Le président de l'université, au lieu d'évoquer des arguments, d'en présenter les mérites, d'essayer de convaincre de la justesse de son propos, accuse. Il se transforme en procureur. Il dit « défaut de licence ». Mais Monsieur le Président, peut-être n'ai-je pas de licence, mais vous n'avez pas de maîtrise. Et voilà. Car, mesdames et messieurs, je ne sais pas si l'humour est une partie de la sagesse, mais je sais que la sagesse est souvent la sagesse populaire. Et je voudrais, à ce moment où je dois m'absenter, car j'ai un travail, Monsieur le Président, et je dois aller présider un bureau communautaire, qui permettra d'ailleurs de voter un certain nombre de subventions utiles pour l'université, ou pas. Eh bien, je voudrais dire qu'il me paraît le moment de partager ce que ma grand-mère, toujours elle, disait, avec une justesse. La justesse qu'ont parfois ceux qui n'ont pas fréquenté les bancs de l'université, ceux qui n'ont pas fait d'études, et qui vont chercher la sagesse non pas dans l'humour, mais dans l'expérience. Ma grand-mère disait, les discours les plus brefs sont les moins longs. Et elle avait raison. Édouard Philippe. Messieurs, bien pris. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Édouard Philippe Pedro, la chef de Santos. Alors, je vais quand même... Le type, il prend la parole, j'ai enlevé mon micro, il en rajoute une mouche. Non, là... Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. C'est fini maintenant. Il faut rentrer chez vous, Pedro. Vous n'aurez pas besoin de droit de réponse. Je voulais dire, voilà, l'éloquence, c'est aussi le travail. Et donc, vous l'avez compris, j'ai pris le temps de travailler cette plaidoirie. Et je tiens vraiment à remercier très chaleureusement Édouard Philippe qui s'est prêté à cet exercice. Il n'avait peut-être pas le temps que moi j'y ai consacré. Je crois que la prestation vous montre que j'ai bien fait de me préparer, que j'ai bien choisi mon sujet. Et il a été extrêmement fair-play de me laisser la thèse du oui et de traiter celle du non. Donc je voudrais que vous l'applaudissiez vraiment très très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Quel moment incroyable. Merci d'abord d'avoir joué le jeu. Je rappelle, hier encore, je crois que vous étiez, Pedro Lages dos Santos, en Ouzbékistan. Là, il n'y a aucune blague à chercher, c'est vrai, hein, Ouais. vous débarquez là. Donc bravo pour cette magnifique performance, parce que c'est une performance. Mais j'ai mis à profit les trajets en avion. Eh oui. Donc, Voilà. il y avait ce temps-là. Peut-être une dernière question, ou en tout cas un dernier mot pour nos candidats. Qu'est-ce qu'on leur dit, Pedro Lages dos Santos? Et ben on leur dit, je sais pas, comme Jean-Noël, t'es foutu. Mais plus sérieusement, merci à toutes et tous d'être là, déjà, pour participer à ce bel événement au Havre. On est extrêmement content de recevoir cette finale du concours national d'éloquence. Leur dire, travailler, il n'y a que le travail qui paye. On peut avoir un talent naturel et le mettre à profit, mais voilà, il faut s'entraîner, il faut répéter, il faut s'améliorer. L'amélioration continue, c'est pas qu'un concept de pilotage des universités, c'est quelque chose qu'on peut s'appliquer à soi-même. Et surtout, prenez du plaisir. C'est le moment voilà, de faire des rencontres, d'échanger, de partager. J'espère avoir montré aussi cette sensibilité de vouloir aller vers l'humain, d'être dans le partage. Et je crois que l'éloquence, Monsieur le maire l'a très bien dit, c'est pas un simple outil, des techniques à utiliser, c'est être soi, c'est transmettre de l'émotion. Et je pense qu'ils le feront bien mieux que moi, parce que manifestement, on a quelques beaux champions qui vont s'affronter cette semaine. Merci mille fois, Pedro Lages dos Santos, président de l'Université du Havre. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Vous avez promis d'aller un petit peu plus loin dans nos échanges avec Jeanne Batti et Mathias Lépine. Si vous voulez bien, Jeanne et Mathias, me rejoindre sur scène. On va poursuivre un petit peu pour découvrir comment s'est composée cette finale ici en Normandie, au Havre. Je vous en prie. Installez-vous, Jade, Mathias. Allez, voilà. Jade, peut-être une première question, Jade Batti, parce que vous êtes présidente, et on voit là les logos, les kakémonos de la fédération ARES. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est cette fédération? Oui, du coup, la fédération ARES, c'est la Fédération nationale des associations représentatives des étudiants et étudiantes en sciences sociales. On présente 6 filières qui sont les filières de droit, économie, gestion, IAE, sciences politiques et AES. On rassemble une 60aine d'associations dans toute la France actuellement et on travaille sur les problématiques de filière. On forme ces associations-là aussi. On lutte contre la précarité étudiante. On travaille sur le domaine étudiant de manière générale. Et être présidente, alors ça veut dire quoi? C'est quoi votre rôle, vos missions, vos fonctions? Et vous venez d'où? Dites-nous tout. Du coup, moi, je viens d'Avignon, du sud Levré, actuellement. Et ma mission, c'est de faire plein de choses. C'est notamment la représentation de la structure auprès des institutionnels, que ce soit auprès du ministère, auprès de députés, etc. On travaille avec Antoine Duvat, mon premier vice-président. Et c'est aussi d'assurer que la structure continue de s'épanouir, de continuer à grandir, de travailler sur les sujets d'actualité, etc. Jade, Mathias, quand on a préparé nos échanges, vous avez insisté sur la notion de valeur que vous voulez transmettre à travers ce concours. Peut-être d'abord un premier mot, vous, Jade, sur ces valeurs. Quelles sont-elles et comment on les partage? Eh bien, tout simplement, pour nous, ça va être, je l'ai dit tout à l'heure dans mon premier discours, mais l'émancipation de la jeunesse à travers l'éloquence, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que l'éloquence, comme vous l'avez pu le dire lors de l'ajout, est hyper importante pour parler, savoir se faire entendre et se faire comprendre par son public. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à le faire parce qu'on l'a dit dans l'éducation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. On est souvent à faire des devoirs écrits et très peu de devoirs oraux. Donc aujourd'hui, le but, c'est de montrer qu'en fait, en étant à l'université chez nous actuellement, on travaille aussi dans les lycées et dans les collèges avec une association collaboratrice, on peut travailler son éloquence, j'ai dit beaucoup de fois travailler, pardon, mais justement pour apprendre à se faire écouter, à se faire entendre et à se faire comprendre. Donc voilà. Mathias, pour vous, vous me disiez également que ces valeurs, ce sont surtout pas des valeurs d'élitisme. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'éloquence, c'est pour tous. Oui, voilà, c'est un petit peu l'idée du projet. Initialement, on a essayé évidemment de ne pas faire un projet, de monter un petit peu dans notre coin, etc. On a essayé quand même d'apporter des valeurs à ce projet au final, dans sa construction et même dans sa réalisation. C'est vrai qu'on peut avoir une image de l'éloquence comme quelque chose de très élitiste ou réservé, par exemple des fois aux juristes, etc.
Et nous, c'est avec ce projet-là, mais avec l'ensemble des actions que fait l'ARS au niveau national, on essaye de montrer que l'éloquence, c'est quelque chose qui touche tout le monde, tous les milieux professionnels, tous les milieux sociaux, etc., etc., et qu'il y en a vraiment partout, tout au long de la vie, que ce soit dans son entretien d'embauche, que ce soit simplement pour présenter des projets, pour motiver une équipe, etc., etc. Et c'est un petit peu ce qu'on a transmis avec ce projet, notamment en développant la deuxième partie du concours national d'éloquence avec le festival de l'éloquence, toute la programmation qu'on a fait en parallèle, une trentaine d'ateliers en tout genre, de conférences, de tables rondes, etc., sur diverses thématiques, comme par exemple aujourd'hui on a une table ronde dans le monde du rap, on a une table ronde aussi quelque chose de très général sur l'éloquence, comment progresser à l'oral, on a eu aussi de l'éloquence dans le monde de la sophrologie, quelque chose vraiment d'assez varié, et demain et samedi matin on continue avec cette même idée, cette même programmation, toujours variée et vraiment montrer que l'éloquence ça touche tout le monde et que tout le monde peut utiliser l'éloquence pour sa vie de tous les jours. J'aimerais, Mathias, qu'on parle également des candidats. Peut-être quelques chiffres, quelques positions géographiques. Ils sont combien? Ils viennent d'où? Puisqu'on parle d'un concours national. Alors, dites-nous tout. Alors, cette année, on a une bonne trentaine de candidats qui sont présents au Havre. La plupart sont issus de concours d'éloquence à l'échelle locale. Oui, 30 qui sont finalement qui se sont qualifiés pour cette finale. Qui se sont qualifiés, tout à fait. En fait, on a une trentaine qui se sont qualifiés en remportant des concours d'éloquence à l'échelle locale, un petit peu partout en France. Donc vraiment quelques coins de la France. Évidemment, on a les représentants du Havre. Heureusement, on a Strasbourg, Brest, on a Avignon, on a j'en oublie, on a même les Antilles qui sont présents, qui ont réussi à faire le trajet. Et ça, c'est une grande fierté également pour nous. Attention, ne pas prendre le micro. Voilà, il y a l'antenne. Et on en a également certains qui se sont qualifiés via les phases de candidature libre. Ça, on met toujours ça en place afin de permettre aussi aux étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir des concours d'éloquence dans leur université de pouvoir quand même participer au concours. Et donc voilà, on en a quelques-uns qui sont présents. Et je crois que la majorité sont présents juste ici, sur la gauche de la salle. Effectivement. On peut voilà. Peut-être les saluer, les applaudir et les encourager. Hein. Bravo à vous. Parce que je vais vous mettre dans la confidence, ce soir, on va révéler ceux qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc il y a un petit peu de tension palpable hein, sur cette portion de la salle, mais c'est pas tout de suite. Pas encore les révélations. On fait durer un petit peu le plaisir. Jade Bati, quand on parle de sélection nationale, ça aussi c'est important que finalement l'ensemble du territoire soit représenté, à la fois l'ensemble du territoire, mais également pas uniquement des concours d'université. Pour le coup, c'est hyper important pour nous de pouvoir avoir une représentation de toutes les universités, comme vous venez de le dire, parce que c'est un concours national. Et le but, c'est qu'un maximum d'universités soient représentées, parce qu'il y a des profils très différents selon les universités aussi. Et c'est toujours un plaisir de voir différentes villes qui sont à nos côtés aujourd'hui. Et le fait d'avoir aussi des personnes qui peut-être ne se sentaient pas encore capables de faire des concours d'éloquence et de potentiellement gagner un concours d'éloquence, d'avoir des candidatures libres, ça leur permet de tester justement cette éloquence-là à travers des vidéos. Et ils sont là aujourd'hui et ils ont fait des belles joutes pendant les phases de qualification, en tout cas. Mathias Lépine, vous le disiez en introduction, votre rôle, c'est un peu celui du chef d'orchestre. Alors, j'ai envie de vous interroger, cet orchestre, quel est-il? Il est représenté par qui? Comment? Combien de personnes? Écoutez, c'est un gros orchestre. Déjà, c'est un philharmonique, finalement. Même plus. Ah, d'accord. Non, pour tout vous dire, on a travaillé avec la Fédération ARES, déjà il y a une vingtaine de bénévoles au sein de la Fédération ARES, et on a travaillé en collaboration avec une association locale qui s'appelle le Bureau des étudiants en droit du Havre, avec qui on a monté le projet, avec qui on travaille dessus depuis maintenant le mois d'octobre. Et puis voilà, mon rôle, c'était vraiment de coordonner un petit peu tout ça, coordonner aussi avec les partenaires, l'université qui nous a donné un coup de main surdimensionné, je pense qu'on peut le dire comme ça, ainsi que les autres partenaires, le Crous, le département, la région, la ville, la communauté urbaine, tous les partenaires privés aussi. Donc ça a été vraiment de coordonner l'ensemble des actions à l'échelle nationale, à l'échelle locale, pour au final arriver ici ce soir. Et puis je pense que Mafalda ici présente, je pense que... Effectivement, on va accueillir quelques partenaires, mais d'abord, puisqu'on a le BDE et on a Mafalda Parente qui est ici la vice-présidente du BDE Droit Le Havre. Mafalda, si vous voulez bien nous rejoindre. Prenez la place. Alors, je le disais, pardon, Mafalda, je suis derrière vous, mais en fait, la réponse, c'est surtout pour le public. Je le disais, vous êtes donc la vice-présidente du BDE Droit Le Havre. Comment est née cette idée, cette envie d'accueillir, ou en tout cas de candidater pour accueillir cette finale ici au Havre?
Je pense que c'est beaucoup venu de Mathias. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Ça a été le premier convaincu par le projet. Après, il a convaincu Lucas, notre président. Puis Lucas nous a convaincus, nous, le reste du bureau restreint. Et c'était pas gagné. C'était vraiment Pourquoi c'était pas gagné? Alors dites-nous tout. Parce qu'on est quand même sur un événement d'une très grande ampleur. On est quand même des étudiants. C'est l'ampleur de l'événement qu'on a organisé aujourd'hui. Je pense qu'on peut tous dire qu'on est hyper fiers de tout ce qu'on a fait. Et Vous pouvez les applaudir. que malgré tout, on reste étudiant. Il y en a qui vont avoir un travail, une vie, et que c'est quand même un très gros engagement. Des partiels, Mafalda, peut-être, on oublie. Hein, quand même. Accessoirement. Ouais, accessoirement. Mais on des préfère partiels. les oublier souvent. Donc voilà, on a beaucoup hésité, mais on s'est dit qu'il fallait se lancer, sauter à l'eau, parce que c'est un événement qui vaut le coup. Et donc aujourd'hui, quand on voit cette cérémonie d'ouverture, tout ce qu'on a mis en place à l'université, les buvettes, de nous voir travailler tous ensemble, je pense qu'on est heureux et qu'on n'a pas du tout regretté notre choix d'organiser cet événement aujourd'hui. Bon, ben, nous, en tout cas, on est heureux d'être ici avec vous et de partager ce moment. Merci. On peut les applaudir parce que c'est bien grâce à elles et eux que nous sommes ici. On va se retrouver après. Merci. On va les retrouver en conclusion parce que c'est important qu'ils soient sur le devant de la scène. Je vous en prie, prenez les micros. Non, ne prenez pas les micros. Ou si vous les prenez, donnez-les à nos prochains intervenants. Alors, du coup, je vais leur donner. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion et puis surtout l'annonce des premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. C'était important aussi pour Mathias et puis pour l'ensemble des personnes qui organisent cet événement de mettre à l'honneur et de mettre au devant de la scène certains partenaires, ceux qui ont pu être présents avec nous ce soir. Et donc, j'invite Christine Lenohan et Patrick Tesser à me rejoindre si vous voulez bien les accueillir. Je vous en prie. Christine Lenohan, je vous donne un micro. Installez-vous, s'il vous plaît. Patrick Tesser, si vous voulez bien vous installer également. Vous pouvez vous mettre où vous souhaitez. Si vous voulez vous mettre là, moi je vais changer, je vais me mettre là-bas. Il n'y a aucun souci. Christine Lenohan, vous êtes directrice générale du Crous de Normandie, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Patrick Tesser, vous êtes vice-président du conseil départemental de la Seine-Maritime et vous êtes en charge de la culture, de la lecture publique, du patrimoine et de la coopération décentralisée notamment. Alors, j'ai une question pour vous, Christine Lenohan. Vous êtes, je le disais, la directrice générale du Crous. Alors, quand on parle de Crous, souvent, et je ne sais pas, ça rappelle peut-être des souvenirs à certains d'entre vous, c'est l'hébergement, les bourses, le RU, voilà. Et pourtant, ça va au-delà de vos missions. Et vous avez souhaité soutenir ce concours national d'éloquence. Dites-nous pourquoi. Alors, le micro a peut-être été éteint. Et voilà. Il marche. Et bien voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est plutôt connu sur ce que vous avez dit, les bourses, l'accompagnement social des étudiants. Pour autant, dans notre mission aussi, il y a tout un aspect vie de campus et culture sur lequel le Crous est extrêmement engagé, avec un levier financier qui est notamment la CVEC. Et c'est vrai que ça paraissait relativement évident que le Crous accompagne, dans toute la mesure du possible, ce concours d'éloquence. Il n'y a pas eu besoin de joute oratoire pour vous convaincre. Absolument ça pas. a été plus simple. Absolument pas. Patrick Tesser, vous également, en tant que représentant du département, je crois que ça a été assez simple de vous convaincre. Vous étiez déjà convaincu et vous aviez envie de soutenir cet événement. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Normalement, il est allumé. 1, 2. Alors, il va même pas jusqu'à 2, ce micro. Alors, faites voir. Que se passe-t-il? Ah oui, alors... Voilà, tenez. Hop. 1, 2, 3, Voilà. voilà. Oui, j'étais très content que le département puisse participer. J'ai dit oui tout de suite. D'abord, il faut que vous sachiez que Mathias est venu dans mon bureau le 15 décembre. Vous voyez, aussitôt, il était assuré du soutien du département. Pour différentes raisons, parce que le département, c'est l'action sociale aussi, c'est l'égalité des chances, c'est la lecture publique, c'est essayer de tendre la main, ce sont les solidarités, d'essayer de tendre la main aux plus faibles et essayer de les sortir de leurs problèmes et de les aider. Et j'ai vu le président aussitôt, mais il n'y avait aucun problème. Je souhaitais vraiment qu'on participe, qu'on soit présent, un soutien, peut-être pas si énorme que ça, mais un soutien. Et parce que c'est la jeunesse de demain, c'est la jeunesse dont on a besoin dans ce pays pour justement améliorer
notamment à l'Assemblée nationale, les joutes oratoires. Oui, on les attend effectivement. Christine Lenoir, on entend ici les valeurs, cette notion de valeur qui est évoquée également par Mathias Lépine et Jade Bati. Ça, c'était important de défendre ces valeurs à travers l'éloquence. C'est évident. Les valeurs, moi j'ai entendu, c'est ouvert à tous. Donc ça parle d'universalité, d'égalité des chances, comme cela vient d'être dit. Donc il n'y a pas de sélection. Ça reste extrêmement inclusif finalement, puisque c'est ouvert à tous. Donc ce sont évidemment des valeurs que porte le Crous et dans lesquelles on se retrouve parfaitement. Patrick Tesser, on l'a entendu, ça a aussi traversé les échanges ce soir, c'est la notion de travail finalement. Hein. On peut se dire, bah oui, alors il y en a qui ont une aisance naturelle, c'est plus facile pour eux, mais s'ils ne travaillent pas, ils vont être vite rattrapés par ceux qui sont acharnés et travailleurs. Bien sûr, ça vous avez entièrement raison. L'éloquence, c'est le fond d'abord. Hein. C'est qu'est-ce qu'on a envie de dire, où on a envie d'aller. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, il y a forcément des trucs à apprendre, de poser sa voix, que l'entende, les gestes. Il y a également aussi peut-être l'humour, mais au bon moment. Vous avez remarqué, monsieur le maire, dans son discours, dans sa joute, tout d'un coup il arrête, il fait ça à la Raymond DeVos, il regarde la salle et les gens se disent qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah oui, voilà, ça c'est Raymond DeVos. Raymond DeVos, il lançait une blague et il attendait, il ne bougeait plus parce que dans la salle il n'y avait pas de réaction. Et tout d'un coup on entendait ah, voilà, donc voilà. Que monsieur le président a fait la même chose à un certain moment. Et bien, ça a marché, ça a fonctionné avec la salle. Et ça, c'est utile. Il ne s'agit pas de l'exagérer, mais c'est utile. Et quand je dis cela, c'est parce que je suis un homme de théâtre. Et si vous voulez, toutes ces bases-là, il faut les avoir. Il faut sentir son public, il faut sentir la salle. Et ça, c'est important. Et donc, oui, il faut bien sûr, en profondeur, savoir où on va, savoir ce que l'on va dire. Et surtout aussi, je vais vous donner un exemple, ne pas se fier à l'IA. Peut-être que c'est une prochaine question, mais en tout cas, ne pas se fier à l'IA. J'avais un stagiaire et pour le musée Vacry Victor Hugo, je lui demande fais-moi un truc sur Léopoldine. Voilà. Et il me sort un beau papier sur Léopoldine, sauf que lorsque l'on ne réfléchit pas soi-même, qu'on n'essaye pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai, eh bien, Léopoldine s'était noyée en allant chez le notaire à cause d'un mascaré. Et ça, c'est la légende urbaine, le mascaré. C'est marqué partout, pas du tout. La barque n'était pas bien, les poids n'étaient pas bien disposés, la barque a chaviré, il y avait un petit peu de courant en allant chez le notaire, et Gustave et Léopoldine sont morts parce qu'ils ne savaient pas nager. Voilà. Et c'est pour vous dire, dans n'importe quoi, à n'importe quel instant, savoir ce que l'on dit, réfléchir et savoir si c'est vrai, bon ou mauvais, et même une info que, d'ailleurs aujourd'hui on est noyé d'infos qui sont fausses, qu'on chope sur les réseaux sociaux, et ben se faire sa propre idée, déjà, c'est important. Christine Lenoir, ça rejoint ce que vous me disiez quand on a préparé nos échanges. L'éloquence, c'est aussi beaucoup d'érudition, et l'érudition, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est ça. C'est vrai que sur l'éloquence, il peut y avoir un savoir ou un paraître au demeurant, mais ça ne suffit pas. C'est aussi ce que vient de dire monsieur, il faut qu'il y ait un fond, et ce fond, il se construit. Il se construit à travers de la lecture, il se construit à travers un apprentissage qui évidemment prend du temps. On voit bien dans la joute qui a opposé le président de l'université et le maire, nous avons eu droit à quelques références, quelques citations, etc. Comme j'imagine que les candidats ont sans doute pu en faire. C'est vrai que ça ne peut pas se limiter juste à une aisance verbale. Derrière, il doit y avoir quand même une analyse, une construction intellectuelle qui n'est pas innée. Merci de le rappeler. Patrick Tesser, peut-être là, les candidats sont ici. Est-ce que vous auriez un mot à leur dire? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'abord, est-ce que vous les enviez? Vous aimeriez être à leur place? Et comment les encourager? Être à leur place, je ne sais pas. Chacun a ses plaisirs. mais ce que je leur dirais, c'est de parler avec vos tripes, soit au goût salé ou pas, peu importe. Mais parlez avec vos tripes. Faites ressortir tout ce que vous avez là-dedans, car aujourd'hui, ce qui détonne dans le monde politique, c'est que on n'arrive plus à croire certains ou certaines parce que leur dialogue ne parle pas aux gens. Et ça, lorsque vous avez touché du doigt votre auditoire,
Et ben là, c'est très important parce que vous avez dit la vérité. Alors, posez votre voix, sentir la salle, savoir que vous avez fait un petit brin d'humour et là, ça n'a pas passé. Donc, la salle est un peu crispée. Donc, comment vous allez faire? Peut-être couper ce que vous aviez prévu de voir, de dire. Mais la vérité, dire ce que vous ressentez, ce que vous avez écrit, ce dont pourquoi vous vous battez et que vous avez envie qu'on prenne votre thèse pour être gagnante ou gagnant du concours. Ne pas faire dans ce que le public pourrait avoir envie d'entendre, le jury pourrait avoir envie d'entendre. C'est bien ça. Non, soyez vous-même, travaillez 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je vous dirais simplement, comme on dit au théâtre, merde. Et vous savez pourquoi? Ah oui, racontez-nous l'anecdote alors du maire, hein, ces fameuses calèches qui déposaient. Alors voilà, hein. vous avez tout dit. Non, ah bah non. Ah non, parce que le plus important arrive. Non, mais vous avez raison. Avant chaque spectacle, le rideau est fermé, tout le monde tremble. Moi, je fais l'aller-retour parce que j'ai le trac. Vous connaissez cette histoire de Jouvet et qui est prêt à rentrer. Il y a une jeune fille qui est à côté qui dit: Monsieur Jouvet, j'ai jamais le trac. Il lui dit: ça viendra plus tard, ma petite, avec le talent. Et c'est vrai, on a le trac. Et à ce moment-là, le rideau fermé, on peut se regrouper tous, on peut se le dire, on se dit merde. Parce qu'au temps de Louis XIV, eh bien, quand le spectacle était fini, on regardait dans la cour s'il y avait beaucoup de crottins sur le trottoir. Et si plus il y en avait, c'est qu'il y avait eu beaucoup de monde et le spectacle était bon, ils sont venus pour nous voir. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de crottins devant l'Élysée. Patrick Tesser. On rappelle, Patrick, qu'il ne faut pas répondre merci, hein, en revanche. Oui, sinon, ça porte malheur. Exactement. Hein. Vous avez raison de me le rappeler. Surtout pas dire. Alors là, on est mort quand vous êtes avant de rentrer. On vous dit merde. Et merci. Alors, Voilà, voilà. C'est comme être habillé en vert sur scène. Voilà, ça c'est. Mais on racontera l'anecdote du pourquoi ne pas s'habiller en vert, pourquoi les cordes. Mais vous voyez, en fait, il est prêt. Hein. Il est complètement prêt à une joute. Finalement, ça revient. Hein. Il n'y a pas d'âge, j'ai l'impression. Christine Lenohan. Et vous, en un mot, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces candidats passionnés et, vous allez les entendre dans la fin de semaine et dans la finale, passionnants? Je ne leur dirai pas le mot de la fin qui vient d'être dit, mais c'est vrai que c'est important de parler, quand on dit parler avec vos tripes, moi j'irai parler avec émotion. Parler avec émotion. Aujourd'hui, on est dans des discours qui sont aseptisés. Il faut que vous parliez avec émotion. Vous sentiez effectivement le public, vous voyez quand est-ce qu'il faut hausser le ton, quand est-ce qu'il faut essayer de jouer dans l'intime, quand est-ce qu'il faut essayer de faire rire. C'est avec l'émotion que vous toucherez votre auditoire. C'est pas uniquement. Alors, il y a l'érudition, évidemment, il y a l'art de convaincre, mais je pense que l'émotion rajoutera une petite touche supplémentaire par rapport à des discours bien stéréotypés qu'on entend régulièrement ici ou là. Merci Christine Lenohan, merci Patrick Tesser de votre soutien. C'était riche de vous avoir ici ce soir. On vous salue, on vous applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, il y a deux temps forts ici et maintenant. Il y en a un dans le nord de la France, c'est le concours national d'éloquence. Il y en a un petit peu plus dans le sud, c'est le festival de Cannes. Et nous, ce soir, on a voulu faire le lien entre les deux avec, vous allez le voir, un très beau film réalisé par les membres du BDE, par l'ensemble des équipes de ce concours national d'éloquence. Voyez tout de suite en image. On a longtemps cru que l'éloquence était une affaire de costards, de jargon juridique et de grandes phrases bien carrées. Mais ici, on casse un peu tout ça. L'éloquence n'est pas réservée à une élite, c'est pas un club fermé. C'est une voix, une énergie, une vérité qu'on balance, avec ou sans rime, avec ou sans règles. Elle peut naître dans une salle de classe, sur un trottoir ou dans une punchline improvisée. Parce qu'au fond, prendre la parole, c'est déjà un acte fort. Et ici, chacun vient avec ses mots, ses colères, ses rêves. Et ça, c'est beau. Vraiment beau. I have a dream today. How dare you? You have stolen my dreams. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? This is what I need. This is what I choose to go to the moon. Ce mec-là, qui a l'air au bout de sa vie, c'est Mathias Lépine. C'est l'organisateur du concours national d'éloquence. Et ici, on est à moins d'une semaine de l'événement. Et pour comprendre pourquoi il est au bout de sa vie, il faut remonter à la jeunesse du projet. Laissez-moi voir. Eh mec, Ouais, j'ai une idée. dis-moi. T'es chaud, on fait le CNE au Havre en 2025 On a pu Dieu. On appelle Lucas. Vas-y. Le jeudi, en fin de journée, on fait une cérémonie d'ouverture. Genre, tu vois, une vraie cérémonie. On l'a fait où? Je sais pas, à l'Iselle. Vas-y. Ok. Et genre, le samedi, après la finale, on fait genre le gala du B2 de droit. T'es un malade, on va être genre 500. Bah, ah ouais. Par contre, on mange quoi le vendredi midi du coup? Je sais pas, viens, on fait kebab. Ouais, pizza. Bah non, kebab, marmara. Ouais, pizza. Non, kebab. Pizza. Kebab? Les deux? Ouais, vas-y. Ouais, je suis chaud. 30 mec, regarde le budget. Heureusement que je suis plus trésorier. Pauvre Léna. Je suis sûr. Ouais, Lucas, ça va? On a un projet à te montrer avec Clément, t'es chaud ce soir? Vas-y, à tout de suite. Bon, let's go, on y va? On y va. Barbara? Allez, let's go. Let's go. Hop, hop, hop. Avant de continuer, laissez-moi vous présenter Lucas Bento da Costa. C'est le président du bureau des étudiants en droit au Havre et le co-organisateur du concours. Je vous présente également Jade Baptiste, c'est la présidente de la fédération ARES, l'association qui organise depuis 10 ans le concours. Mais on y reviendra plus tard. Est-ce que t'es chaud là, genre en 2025, en mai 2025, on accueille les 10 ans du concours national d'éloquence au Havre. Genre on fait un vrai projet, un big projet, avec genre des conférences, des formations, des ateliers, des tables rondes. Et genre on fait le gala le samedi, tu vois. T'en penses quoi? Je suis chaud de ouf. C'est vrai? Ouais, T'es partant? Du coup, rendez-vous avec Morgane Chevet. Premier rendez-vous pour le CNE, donc j'espère que ça va bien se passer, qu'elle va être convaincue du projet. Tout à fait, que ça va bien se passer. Oui, donc voilà, ouais. Bon allez, let's go. À tout à l'heure. Super. Ça s'est trop bien passé. Elle est trop convaincue. Et puis maintenant, on va essayer d'aller convaincre le président, ça va être top. Bon, deuxième point d'étape, deuxième gros rendez-vous, le rendez-vous avec le président de l'université. On y tout va à l'heure, c'est Ouais. parti. Allez, c'est parti. Ah, c'est fermé? C'est fermé. Ah merde. T'appelles Caro? Bon bah j'appelle Caro. Ouais Caro, est-ce que tu peux venir nous ouvrir? On est bloqué à la présidence. Les aléas du direct. Merci moi. Allez, bon, super. Bon courage. Merci. A few moments later. Bilan du premier rendez-vous, ça s'est passé magnifiquement. Il soutient le projet à fond, il est grave déter, et puis il est grave partant pour une cérémonie d'ouverture, pour faire aussi une joute de spectacle et tout. Ça va être trop bien, il est trop chaud, il est à fond derrière nous, c'est trop bien. Je suis grave content. Là je suis refait. Ma première réaction, je me suis dit, tiens, très sympa. Nous sommes toujours prompts à soutenir les projets étudiants et on est sur une magnifique opération à portée nationale qui va donc se dérouler à l'Université Le Havre-Normandie et nous en sommes très fiers. Je trouve que le concours national d'éloquence s'enrichit cette année et je suis fier qu'il s'enrichisse au Havre. Vous allez pouvoir assister à de belles joutes, à mon avis des moments cocasses, parfois émouvants pour cette nouvelle édition avec la création de tout un festival autour du concours national d'éloquence, des ateliers, des rencontres, des séquences de pédagogie et de sensibilisation et des compétences sur lesquelles nos étudiants vont pouvoir travailler, à minima être sensibilisés pendant ce festival. Bon du coup Driss, j'ai eu rendez-vous avec le président ce matin et il m'a fait part de son envie d'avoir des joutes en anglais. Donc ce que je te propose, c'est de mettre ça en place, que tu gères l'organisation. T'en penses quoi? Bah, Mathias, de toute façon, tu sais très bien que l'anglais, c'est une langue qui me passionne et puis... Donc, je suis grave chaud. Eh Mathis, t'es chaud d'être jury au CNE ou pas? Non mais je suis sérieux mec. Ah ouais, ok, ouais. Président, c'est une bonne situation ça, président? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Bon, il faudrait que je la prenne. On essaye de faire une mise en scène qui fait qu'à un moment donné on part sur une joute mais qui n'est pas présentée comme la joute.
on explique à la fin. Toi, tu fais quand même pas mal de mouvements avec les mains, si tu veux que ça paraisse naturel. Je pense que t'es mieux d'avoir un micro-cravate. Non, mais moi, j'imagine trop la scène, quoi. Et ah oui, bon, bah, très bien. Ah, bah, on fait la plaidoirie, très bien. Bah, allez. Vous partez sur un sujet parce que vous n'êtes pas d'accord, donc bon, bah, autant faire les choses bien, vous mettez au pupitre. T'imagines la scène? Tu peux être bien là et tout. T'as raison. Si on fait ça, en fait, il faut clairement, dès le départ, ce soit sur le terme de l'humour. Oui, carrément. Mais vous êtes quand même vache avec moi parce que vous êtes en train de m'emmener sur une pente très glissante. Que représente cet événement pour vous? D'abord plutôt une réaction de fierté, parce que moi, quand Le Havre accueille une manifestation nationale, je suis toujours content. Je suis toujours heureux, et ça met en valeur à la fois l'Université du Havre, les étudiants qui organisent la manifestation, et donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Lorsque vous avez découvert qu'une joute vous opposerait au président de l'université, quelle était votre réaction? J'ai d'abord demandé de bien vérifier si c'était une joute à la boxe, puisque je pratique la boxe, ou une joute verbale. Les deux d'ailleurs m'allaient bien, mais finalement on m'a dit que c'était plutôt joute verbale. Donc depuis je m'entraîne. Je m'entraîne énormément tous les jours, parce qu'à ce niveau-là de compétition, il n'y a plus de petites équipes, et donc c'est important d'être totalement prêt. Pour l'éloquence, il y a le mot bien s'exprimer. Et bien s'exprimer, ça veut dire des choses à des gens. Réussir à dire précisément, et de façon convaincante si nécessaire, si possible, des choses qu'on croit, qu'on a besoin de dire, à des gens qui les écoutent. Édouard m'a confié la mission d'accompagner les jeunes au Havre dans leur vie étudiante. La ville du Havre, elle met en place divers dispositifs pour accompagner les projets étudiants à travers des financements, des partenariats et un soutien aussi logistique. Et il offre un espace où les étudiants peuvent s'exprimer, se dépasser et se faire entendre tout en participant activement à l'enrichissement culturel de la ville. Oui, Jade, ça va? J'en ai discuté un petit peu avec le B2 droit dernièrement. On a discuté aussi avec le président de l'université et notre doyen Morgane Chevet. Ils aimeraient bien, et il y a aussi une possibilité qu'on fasse le concours national d'éloquence 2025 au Havre. T'en penses quoi? Ok, donc t'es plutôt chaud. Ok, bon bah trop bien. Ok, bon bah je leur passe le message et on prépare une présentation pour faire voter ça en conseil d'administration de l'ARES prochainement. Ah, me revoilà. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de Jade Bati et de l'ARES? Et bah là, c'est le fameux week-end où l'équipe est partie au conseil afin de procéder à ce qu'on peut appeler une sorte de passation. Que pensez-vous du futur CNE qui s'organise sur la magnifique ville du Havre? De ce que j'entends, ça va vraiment être, je pense, le plus gros événement de l'ARES sur ces 15 dernières années. Est-ce que tu as des conseils à donner à l'ARES pour le CNE 2025, au B2 droit Le Havre également? Surtout éclatez-vous. Prenez du plaisir en fait dans l'organisation de cet événement parce que ça arrive qu'une fois dans la vie de faire ce genre de choses. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci et bon courage pour cette nouvelle édition. Regardez pas ce qui s'est passé avant, regardez ce que vous êtes capable de faire. Et de toute façon, j'ai aucun doute, vous ferez toujours mieux que ce qu'on a pu faire à l'époque. Ça fait 10 ans qu'on le met en place et c'est chouette de voir un projet qui continue d'évoluer malgré les années. Et de voir qu'au Havre, ça prend une ampleur que je ne pensais pas. Bon courage déjà parce que c'est quand même un sacré événement organisé et je leur souhaite de faire le meilleur concours que l'ARES ait connu. Bonne chance, je pense que c'est le bon mot. Le concours national d'éloquence dans un premier temps, en deuxième temps le festival de l'éloquence et dans un troisième temps le gala. Vous commencez à connaître un petit peu, on reste sur les mêmes modalités que les années précédentes, donc 40 candidats, 5 phases cette année, ça c'est une de plus que l'année dernière. L'événement se passe au Havre et qu'on a eu un réel soutien de la part de nos partenaires, de la part des institutionnels, des collectivités. C'est évident que le département doit être aux côtés de ces jeunes qui veulent se présenter, parce que la jeunesse aujourd'hui veut prendre la parole, veut dialoguer, veut s'ouvrir au monde. Plus il y aura de jeunes qui s'exerceront à ce qu'est l'éloquence, ils seront plus forts dans la vie et contre aussi la brutalité des mots quelquefois. N'écoutez pas les autres, faites votre propre jugement et parlez avec ce que vous avez dans les tripes. Vous toucherez beaucoup plus votre auditoire par des sentiments, par des ressentis, par des mots justes, des mots qui ont du poids. Beaucoup d'étudiants vont venir à cet événement et qui ne sont pas forcément havrais, qui sont du département, de la région, de la France entière. On va montrer notre ville, on va montrer notre université, on va montrer notre campus. Puis je suis très fier des étudiants qui se sont engagés dans cette aventure. Près de 50 bénévoles, je crois même plus de 50 bénévoles. L'éloquence, c'est pas inné, il ne faut pas croire que c'est inné. La prestation qui sera la leur est le produit d'un travail de dizaines, de centaines d'heures en amont. Les personnes dont je considère que l'éloquence est la plus aboutie sont celles qui, lorsque il y a des silences, ces silences sont si profonds qu'ils sont assourdissants. Il faut faire connaître l'éloquence, il faut la démocratiser. Les plus jeunes générations se frottent
à la matière orale et à l'éloquence. C'est indispensable pour leur vie professionnelle, pour leur vie future. J'ai hâte que l'événement arrive. J'ai pas la tête là. Et vous avez présenté quoi comme projet? On présente le plus grand et plus beau projet jamais réalisé sur l'AVRE, c'est-à-dire le concours national d'éloquence avec le festival de l'éloquence et le gala du festival d'éloquence. Tu vois, ça fait vraiment caméraman quoi, d'avoir un casque avec. On t'achètera juste un casque fictif. Tu veux pas le gros truc, tu sais, que tu mets sur l'épaule, comme ça tu te balades. De ouf. Un documentaire qui sont factices. Pourquoi je suis filmé? C'est parti. Ça, c'est le moment où l'équipe va solliciter des subventions auprès des différentes commissions de l'université et du Crous. Autant vous dire que c'est un moment important. Organisé par la Fédération ARES, Fédération nationale qui représente les étudiants en sciences sociales. Et c'est un projet qui a cette année, en 2025, 10 ans. Au revoir. Le Crous, c'est quand même un opérateur de la vie étudiante, y compris dans la dimension culturelle et vie de campus. Donc le concours d'éloquence s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Il nous paraissait donc tout à fait légitime et normal d'accompagner ce concours d'éloquence. Moi, j'ai été ravie. Un étudiant qui défend ses idées en public, c'est un étudiant finalement qui va apprendre à avoir de l'assurance, de la confiance en lui, qui va apprendre à développer son argumentation, son sens de l'analyse, son sens de la répartie. On suit petit à petit les étapes de manifestations, de thématiques, d'animation qui sont prévues autour et avec finalement ce concours d'éloquence. Et c'est vrai qu'on peut parfaitement imaginer que cela rayonne au-delà du simple territoire havrais et que cela attire les étudiants de l'ensemble de la France. À travers ce concours, je pense qu'on apprend à grandir. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont intérêt à venir. Il faut qu'ils viennent. Lorsque tu m'as présenté ce projet, j'ai trouvé ce projet très ambitieux et très valorisant pour le territoire. Les étudiants sont mis en avant et justement c'est avant tout le projet et l'ambition de Cheers. Soyez curieux et poussez les portes. Venez assister à cet événement pour justement découvrir aussi ce qu'est l'éloquence. Et c'est là où tu dois dire ne montre jamais ça à personne. Oui. C'est là où je dois dire. C'est l'heure d'inviter Mesmer. Il faut qu'on puisse avancer un petit peu sur ce fameux procès fictif. On a défini les rôles à pourvoir. Ok. Jury, du coup, on a un professionnel, 5 étudiants, des étudiants présents sur les lieux, un étudiant qui fait le livreur du Crous, un étudiant qui fait la femme de ménage et un contact Snap douteux qui fait des stories comme les goûts de chicha. Avec écrit genre revendre cookies, machin truc. C'est l'écriture multicolore. Et ce qu'il lui reste à faire d'important, définir les preuves, de définir si on a mis un rôle d'expert. Qu'est-ce qu'on veut à peu près dans son rapport? Est-ce qu'on prépare des preuves physiques déjà qu'on peut donner aux participants pour qu'ils puissent baser leur discours dessus? C'est 1 heure de ChatGPT, ce qu'il nous reste à faire. On est parlé, mais je ne connais pas des portes ouvertes. Salut, ça va? Oui. Ça vous dérange déjà un coup de Driss? Non. Ça, l'idée, c'est que... On fait le making of pour le CNE. Super. Oh. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut même faire des vlogs comme ça c'est fou. Là, je suis en grand. Oh, Nata! T'as vu, on est en réunion pôle partenariat. On va commencer à démarcher directement sur place les entreprises. On se fera un petit créneau. Je pense qu'on fera ça les après-midi. Du STB, on y avait été, si tu veux faire un petit point là. Vous avez proposé de faire un stand le premier jour avec des mises d'activités, peut-être la mascotte si vous trouvez quelqu'un pour la mascotte. C'est quand qu'on fait les achats pour les premiers gagnants? Ouais, alors du coup, on a reçu le devis de tout ce qui va être médaille, coupe, etc. On fait genre on travaille. On travaille vraiment pour le Donc on doit faire le contenu, c'est ça? Tu l'as déjà à peu près fait le contenu? Ouais, il faut juste tout mettre sur un fait. Donc du coup voilà avec les logos et la nouvelle charte graphique que tu m'as envoyée par mail, Mathias. Oh, waouh. T'as vu? Le but du gala, c'est que nos institutionnels, nos invités, ils suivent, nos jurys, ils suivent directement de la finale au gala. De cette réunion dépendra une grande partie du CNE, et ça, on le saura qu'après cette vidéo. Mais voilà, dans 1 heure, on va pleurer et être en mode bon, on annule le CNE, on n'a pas de lieu pour le gala. Sauf si par exemple tu le fais dans un endroit sympa comme les jardins suspendus, tu vois. Non. Bon alors, on sort de la réunion. Je trouvais que ça s'était très très bien passé. Ouais, très très bien. Moi, par contre, je suis hyper... très agréablement surpris de l'intérêt qu'il porte au projet. Maintenant, faut qu'on trouve un lieu pour le gala. C'est ça. Oh merde, ok. Ah, vous êtes pas au courant de ça? Non. On a un lieu pour le gala. Allez, devinez Ah où oui, on va. la grande école. Voilà. Privatisé. Oh, tout.
Ouais. C'est pas Genre cher, les les Cléo, Ouais. On fera pas de vaisselle. Mais non. Oui. Oh Et j'ai également une très bonne nouvelle pour vous. On a l'Iselle pour la cérémonie d'ouverture aussi. Donc tout se passera à l'Iselle. Ah, Cérémonie jusqu'à la finale. Alors Oui. du coup, ce qu'on va faire, c'est voir en termes de décoration, voir ce qu'on a besoin, imaginer un petit peu comment ça va se passer. J'ai établi une liste pour les invités. Ah, super. D'abord, il fallait inviter les parlementaires. Tu veux inviter Elisabeth Borne? La députée de Normandie, ouais. Ah ouais? J'ai mis tous les preuves un peu de majeurs, globalement. Super. Tout ça. Ok. Ok, on dit au revoir de la réunion. Ta tête. Bah ouais, mais. Elle a réussi à tourner l'écran. Genre. Je crois que là, il y a la moitié de la commande. Ouais. Ou Show Must Go On. Ah, je suis chaud, show must go on. On n'a pas les droits. Eh, on a les gauches. Dédicace à Amélie, à chaque fois que je prends ce micro, c'est pour faire une dédicace à Amélie en lui souhaitant un très bon courage pour le montage qui va être très long et fastidieux avec toutes nos conneries. Bon courage Amélie. Mathieu, un mot à dire pour Amélie? Vous êtes infernal avec elle. L'équipe en a profité pour encourager les finalistes du concours Rhetorica, qui est un concours d'éloquence, et par la même occasion présenter le CNE. Alors mesdames, messieurs, chers membres du jury, chers spectateurs, chers orateurs, il faut savoir que cette année, nous fêtons les 10 ans du concours national d'éloquence. 10 ans, c'est un anniversaire où l'innovation est obligatoire. C'est pour cela que nous avons créé, en parallèle du concours national d'éloquence, un véritable festival de l'éloquence. Annonce du gagnant en live. Séance ASMR. Comme d'habitude, dès qu'on me confie cette caméra, je me permets de faire un petit coucou à Amélie et de lui souhaiter bon courage pour le montage. Bisous ma star, t'es la meilleure. Voilà. Bisous. J'écoute Madame Fleury maintenant. Est-ce qu'on les envoie par mail ou est-ce que par exemple ceux de la mairie, on les dépose à la mairie directement? Par mail? Par la poste, je veux dire par mail. On a combien de gens invités là? Je crois qu'on est à 120 pour l'instant. Bonjour, ici Héloïse et Jesselyne. Pour le CNE, nous allons afficher des affiches. Elles sont super belles, merci Damien Lépine. Franchement, elles sont au top. Là, on est à 3 semaines de l'événement, et grâce au Saint-Thomas Basket qui est partenaire de l'événement, l'équipe a pu distribuer des flyers juste avant le match. Désolée, on a marché sur les affiches et on les a fait tomber par terre. Bon, ils en ont aussi profité pour souffler un peu et supporter l'équipe durant le match. C'était super, on a gagné! On va pouvoir bouffer le flyer, c'est la personne qui l'a mis par terre. Alors, parce que déjà, de 1, c'est pas écolo, et de 2, c'est un fils de p. C'est le meilleur événement de l'année du Havre. Ça sera dans les commentaires, ça. Ça va pas? Là, on fait l'outro du documentaire, en gros. Je pense que la chose dont je suis le plus fier sur le CNE, est en fait juste l'essence même du projet, d'avoir monté un projet, d'avoir mis des valeurs dans ce projet et d'avoir fédéré des étudiants, d'avoir fédéré des partenaires autour d'un même projet. Ça, je pense que c'est super, ça c'est magnifique. On voulait pas que ça soit, comme d'habitude, un projet d'un petit groupe d'étudiants et d'une fédération nationale qui fait le projet sur le campus, un petit peu dans leur coin, etc. Non, on voulait que ça soit un projet du territoire et que le projet ne soit pas celui du B2 droit et de la RES, mais celui d'un ensemble de partenaires et d'un territoire. Et même pour aller plus loin, je pense que la véritable réussite du projet dans son organisation et dans sa manière dont on l'a pensé, ça a été le fait d'avoir convaincu non pas des partenaires, non pas des services publics, non pas des institutions, etc., mais d'avoir convaincu les individus de manière personnellement. Si ce mot doit s'adresser à la salle, je dois m'adresser à beaucoup de gens. Remercier
infiniment les partenaires qui nous ont suivis depuis le début du projet et qui continuent à nous suivre jusqu'au bout. On a quand même un certain nombre de partenaires qui nous ont permis d'en arriver là. Évidemment, remercier l'ensemble du public qui ont pris 2 heures de leur temps pour venir à la cérémonie d'ouverture. Donc merci, et puis j'espère que le public nous suivra jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Et puis ensuite les bénévoles. Faut pas oublier qu'on avait quand même une cinquantaine de bénévoles dans l'équipe qui ont quand même fait un beau travail, qui ont rempli aussi leur mission. Et enfin pour les candidats, moi je leur souhaite évidemment de prendre du plaisir sur l'événement, de dire ce qu'ils ont à dire, d'être inspirés, et juste restez vous-même, incarnez votre éloquence, incarnez votre discours, vivez le moment présent. Je tiens à souhaiter un bon festival à l'ensemble des spectateurs, à l'ensemble des candidats, à l'ensemble des bénévoles, surtout un bon festival à l'ensemble des bénévoles et surtout bon courage. Un bon festival aussi à l'ensemble des partenaires qui viendront voir l'ensemble de la programmation et des joutes. Et encore merci à tout le monde qui nous ont aidés sur ce magnifique projet en tout cas. Ah, la lumière est pas top. Ouais, voilà, tel les films de super-héros, il y avait une petite scène après le générique. On peut quand même à nouveau les applaudir parce que ce sont vraiment des super-héros et super-héroïnes. Bon, je crois que l'heure est quand même venue. Hein. On les a fait attendre, ils ont été très patients, très sages, mais à un moment donné, ils vont craquer. Hein. On me fait oui de la tête, là. Donc, on y va, on annonce les qualifiés pour les 8e de finale du concours national d'éloquence. 8e de finale qui se passeront demain matin de 9h à midi. Pour rappel, donc les candidats vont avoir les sujets ce soir, leurs tests ce soir. Et ils auront la nuit pour préparer leur plaidoirie au final. Mais avant toute chose, on tient quand même à féliciter l'ensemble des candidats. Alors certains, évidemment, ne seront pas retenus pour les 8e de finale. Mais voilà, on tient quand même à féliciter les candidats pour leur prestation, pour les remercier aussi pour leur venue. Donc voilà, ne soyez pas déçus. Vous êtes ici, vous allez pouvoir aussi profiter du week-end. Il y a un tas de choses à faire ici avec nous. Et bravo à vous tous, à la trentaine qui sont venus, et merci en tout cas. Jade, vous annoncez le premier ou la première qualifiée? Alors, le sujet, la Vox Populi a-t-elle toujours raison? Pour la thèse du non, nous avons Délia Charbonneau. Délia, venez avec nous, allez. Délia Charbonneau, venez.
Et pour la thèse du oui, nous avons Noah Tanjo. Noah Tanjo. Je vous en prie, venez. Venez dans la lumière. Noah, allez, continuez d'annoncer, mais c'est bien que vous soyez avec nous. Bravo, félicitations. Alors, deuxième sujet. Le doute est-il le début de la sagesse? Ah. On revient sur la sagesse. On revient sur la sagesse. Pour la thèse du non. Anaëlle Fortin. Anaëlle Fortin. Et pour la thèse du oui. Malo Lebis. Malo Lebis. Bravo Malo. Troisième doute. Le néant est-il pensable? Pour la thèse du non, nous avons Meige Dupuis. Et pour la thèse du oui. Willow Fontaine. Ensuite, nous avons le sujet suivant. La mémoire est-elle un fardeau? Pour la thèse du non, nous avons Elia Alouche. Et pour la thèse du oui. Ainoa Meriem. Une société peut-elle être libre sans règle supérieure? À la thèse du oui, nous avons Brahim. Ah, pardon, Romain Remoussin. C'était l'inverse. Bon, et on a un petit peu spoilé, mais pour la thèse du non, nous avons Brahim Cheikh. le sujet suivant. Peut-on vouloir le bien des autres malgré eux? Nous avons à la thèse du non Omran Slamani. et à la thèse du oui. Anaïs Gillette. Avant-dernier sujet. Faut-il préférer la justice à la paix? À la thèse du non, nous avons Héloïse Boutier. et à la thèse du oui. Quentin Rabat. Dernier sujet. La morale est-elle un obstacle à la liberté? Et nous avons à la thèse du non Quentin Darliumba. et à la thèse du oui. Léna Morgan Tong. Voilà, eh bien, ainsi sont annoncés et vous découvrez les qualifiés pour les huitièmes de finale. Mathias, le programme, alors, on le disait, ça démarre dès demain matin à 9h, et puis la suite alors? Bah écoutez, on a tout un programme, en tout cas sur la partie concours national d'éloquence. On a les huitièmes de finale demain de 9h à midi. On a les quarts de finale demain de 16h à 20h. Ensuite, on a les demi-finales samedi de 9h à 11h. Et la grande finale? Et la grande finale ici même, à l'Iselle, de 17h à 20h samedi. Voilà, on compte évidemment sur vous pour tous ces temps forts, plus le festival. Merci, bravo à vous et bravo à l'ensemble de nos candidats et aux organisateurs. Mathias Lépine, Jade Batti.